Bonjour à tous. Je suis super heureuse de vous voir aussi nombreux et nombreuses. Voilà, j'en perds mes mots. À part un discours de malade, de Maurice et César. Donc, du coup, je suis très heureuse de vous accueillir pour ce festival Hors Limits. Donc, festival Hors Limits, qui est un festival de littérature en Seine-Saint-Denis, où on a la chance d'y participer toutes les années. Et donc, je voulais déjà remercier les collègues d'Hors Limits, parce que grâce à eux, on a encore pu participer. Donc, merci à une classe, parce que c'est... Voilà. Parce que c'est elle qui nous a permis de trouver notre auteur Dorcy Rugamba. Voilà. Parce qu'on voulait absolument faire un cycle autour de la commémoration du génocide de Rwanda. Donc, on voulait faire pour les 30 ans. Et puis, c'est l'administration, on a un an de retard, donc ce sera pour les 31 ans. Mais ça n'empêche que c'est important d'en parler. Et du coup, voilà, donc on va pouvoir faire notre cycle autour du Rwanda. Donc, Dorcy Rugamba, il va vous parler de son roman Rwanda, Lettres aux absents, qui est un petit, c'est pas un roman, c'est un témoignage, pas du tout larmoyant, voilà, mais plutôt qui rend hommage justement aux absents et aux disparus, notamment à son père et à sa mère. C'est absolument magnifique, je vous conseille vivement de le lire, de toute façon il va nous en parler. Et puis je remercie aussi Diane Gablotto, qui du coup va se charger de faire la modération pendant que je serai derrière en train de regarder. C'est fabuleux les modératrices. Donc merci Diane. Je voulais vous parler aussi du cycle, donc avec Dorcy Rugamba, donc on inaugure donc notre cycle autour du Rwanda, donc qu'on a préparé et travaillé ensemble avec Romain. Voilà, on a eu l'idée tous les deux de travailler autour de cette thématique. Donc Dorcy ouvre l'inauguration et ensuite au mois de mai on va avoir une exposition à partir du 6 mai qui s'appelle Rwanda, le génocide, qu'on a fait parvenir par le mémorial de la Shoah, parce qu'aujourd'hui le mémorial de la Shoah ne traite plus uniquement de la Shoah mais de tous les génocides. Et donc on va avoir cette exposition à partir du 6 mai. Et ensuite, le 6 juin, le vendredi 6 juin à 19h, on a la chance d'avoir Hélène Dumas, qui est l'historienne, qui traite justement des questions du génocide du Rwanda. Voilà, donc c'est aussi un événement de l'avoir parmi nous. Et en parallèle de ça, je pense que c'est important de vous dire aussi, on travaille aussi avec les scolaires et en partenariat avec le cinéma Tati. Et donc, on a fait venir le couple Gauthier, donc d'Afrosa et Alain Gauthier, qui sont l'équivalent des Clarkson pour les. Voilà. Mais en fait, ils cherchent les génocidaires en France pour qu'ils soient inculpés. Voilà. Et donc, il va y avoir un documentaire qui sera diffusé au cinéma Tati. Et avec le réalisateur, en présence du réalisateur. Donc voilà, donc on a essayé de faire quelque chose de très riche, de très ouvert pour que vous puissiez comprendre cette question qui, à mon sens, est importante et qui, je pense aussi, résonne aussi pour nous en France. Voilà, ce n'est pas qu'une question africaine, je pense que c'est aussi une question qui peut résonner aussi chez nous. Voilà. Donc je laisse la parole, j'ai déjà trop parlé. Donc, je vous laisse. Et, je vous remercie encore d'être venus très nombreux et je remercie encore Dorcy et Diane. Voilà, merci beaucoup. Oui, merci tous d'être aussi nombreux ce matin pour écouter Dorcy Rugamba. On va revenir
sur un petit peu le parcours de Dorcy, qui est un artiste plus que riche et qui a un parcours plus que prolifique, mais on va s'intéresser particulièrement donc, à son premier roman, Ewaranda. Que vous l'ayez lu ou non, on va essayer vraiment de tous se mettre à peu près au même niveau d'information. Je vais lui poser des questions pendant une quarantaine de minutes et on prendra un grand temps d'échange ensuite pour que ne soyez pas frustrés. En tout cas, dans vos questions, il y aura vraiment un temps de discussion collective. Dorcy me permet, merci déjà d'être là ce matin. Je me permets de dire que vous êtes un artiste prolifique parce que vous avez une carrière d'acteur, d'auteur, de metteur en scène, aussi bien pour le théâtre, l'opéra, les spectacles chorégraphiques. Et c'est vrai que toutes vos œuvres tournent autour du Rwanda, de la question du rapport à la mémoire, à cette histoire qui est la vôtre et qui est celle aussi de votre pays. Là, sur le roman qui est sorti, c'est la première fois que vous avez recours à cette forme, que vous passez par l'écrit, par la forme d'une lettre. On peut parler de ce choix de prendre cette forme, comment est-ce que le projet est né, comment est-ce que vous en êtes arrivé à écrire ce texte qui est aussi un peu singulier dans sa construction et dans son découpage. Merci, c'est un plaisir d'être là et merci pour la médiathèque au festival en limite. En fait, ce texte est arrivé 30 ans après le génocide, qui est une date symbolique. Est-ce qu'il serait possible de parler un petit peu plus fort? Merci. Très bien. Je vais essayer de mettre un peu plus de confiance. Est-ce que vous m'entendez comme ça? Oui, merci. Parfait. Donc je disais que c'est un texte qui est arrivé 30 ans après le génocide, qui est une date symbolique, mais qui veut dire quand même quelque chose, ça veut dire une génération après. Au niveau du Rwanda, c'est vraiment assez significatif. Ça veut dire que vraiment les jeunes adultes aujourd'hui n'ont pas d'expérience, n'ont pas de vécu empirique par rapport à cette histoire. Du coup, la question de la transmission se pose dans des termes différents. J'ai moi-même des enfants, j'ai 3 enfants. C'était très important que maintenant que l'événement se recule dans le temps, qu'il y ait une trace et que cette trace-là puisse... Alors moi je viens du spectacle vivant, du théâtre essentiellement, qui a sa fonction, je vais y revenir, mais le format est différent parce que dans les 2 cas c'est de la littérature. Le spectacle vivant, comme on dit souvent, c'est vraiment un art éphémère, c'est un art de l'instant. Et alors que le livre, c'est vraiment, on laisse une trace qui va se poursuivre, qui va nous survivre nous-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle vraiment je suis arrivé pour répondre à cette question, à l'idée de créer quelque chose en s'adressant aux contemporains, mais forcément aussi à des générations à venir, à ceux qui viendront par après. Et alors c'est très important parce que c'est aussi la résultante d'une prise de conscience. J'ai travaillé au Rwanda sur la 25e commémoration, sur le spectacle officiel de la commémoration, il y a 5 ans. À l'époque aussi, c'était une date symbolique, 25 ans après. Et j'avais choisi de travailler uniquement avec des jeunes qui sont nés après. Et en dialoguant, en discutant avec eux, je me suis rendu compte que finalement, les gens avaient disparu de la mémoire des vivants. Les gens, je veux dire les personnes qui y sont. Connaître plus que des nombres, comme dit Jean Ferrat dans sa chanson. C'est-à-dire que la grande histoire a fini par faire disparaître les personnes. On sait qu'il y a eu un génocide, on connaît les détails, les dates, les chiffres, parfois les conditions atroces, tout ça est assez impressionnant. Mais les victimes elles-mêmes, dans la mémoire en tout cas des jeunes, ont totalement disparu. C'est-à-dire on sait, mais qui était-il en fait finalement? Et j'ai trouvé que c'était vraiment assez dur à vivre
quand on les a connus. Parce que même quand leur récit existe, il n'existe finalement dans le récit qu'à travers les conditions atroces de leur disparition. On sait que tel a été violé, on sait que tel a été fusillé, on sait que... Mais qui étaient-ils? Qu'est-ce qu'ils ont laissé? Qu'est-ce qu'ils nous ont laissé? À part... et je trouve ça, mais vraiment, comme une forme de menace existentielle sur les victimes. C'est-à-dire qu'un être humain est bien plus important que les conditions végétatives de son être. En fait, le corps peut disparaître, mais ça ne veut pas dire que l'individu disparaît totalement. Alors pour moi, c'était très important de trouver un moyen de les faire exister, que l'on sache qui ils sont, leur combat, leur idéal, ce qu'ils ont vécu, leurs amours, leurs échecs, leurs luttes, l'héritage. Nous sommes tous produits de l'histoire, donc nous venons que je trouve un moyen, finalement, de trouver un récit qui ne soit pas un focus sur la mort. J'aime à dire que moi, comme auteur, je ne veux pas être, je ne souhaite pas, je me refuse d'être le griot des tueurs. Je ne suis pas là pour raconter les horreurs, ni pour faire l'épopée macabre de leurs méfaits. Et souvent, c'est ça qui arrive. Et c'est inévitable, c'est même pas une question d'intention. On parle d'événements qui sont extrêmement violents, et le risque est trop grand de se focaliser sur ces événements qui peuvent être spectaculaires. Et à l'intérieur, finalement, l'acteur principal, c'est surtout le bourreau. Et là, je voulais renverser en tout cas le récit et mettre vraiment les personnes, les victimes au centre du récit, en essayant, même si c'est totalement utopique, de faire disparaître le tueur, en tout cas de ne pas lui donner droit de cité dans cet hommage. Donc le roman revient sur votre famille, mais il y a quand même deux personnages qui sont extrêmement structurants dans le récit, qui sont vos parents, qu'on peut présenter, surtout votre père qui est un artiste extrêmement reconnu, qui lui aussi a une volonté, une démarche de création très forte que vous présentez longuement dans le récit. Est-ce que vous présentez les deux personnages? Oui, alors c'est la première fois que j'écrivais aussi un récit aussi intime qui revient vraiment sur des personnes qui me sont très proches. C'est un récit très personnel. J'ai beaucoup travaillé sur la question du génocide, mais en général, vraiment sans m'impliquer, enfin ça a impliqué en tout cas mon histoire personnelle. Et là, je suis revenu sur mon père qui était un artiste assez particulier, qui fait partie des premiers lettrés en fait au Rwanda. Et la scolarité au Rwanda a été pendant très longtemps le monopole de l'Église catholique. Donc on vient, les premiers de ces romans, c'est des latinisants qui ont fait vraiment l'école des cadres catholiques. En plus, lui, c'est quelqu'un qui a quitté quasiment le grand séminaire à 2 ans de l'ordination. Mais qui appartient aussi, qui est à cheval d'une génération qui a connu la société précoloniale, la société rwandaise profonde dans ce qu'elle était avant, et qui est un poète qui s'est vraiment inscrit dans la longue tradition de la poésie au Rwanda. C'est-à-dire qu'il y a 3 arts majeurs au Rwanda, mais vraiment extrêmement importants. On pourrait revenir sur l'histoire, et en tout cas la littérature, la mère des lettres au Rwanda, c'est une très grande poétesse qui a vraiment configuré, créé une principauté des poètes au XVe siècle. Et donc la littérature et surtout l'art par excellence, la poésie, la danse et la musique ont été longtemps protégés par la cour du Rwanda. Et c'est le creuset fondamental et le vecteur de
de la culture, de son idéal et de ses valeurs. Et alors mon père a vraiment consacré une grande partie, surtout en voyant la déliquescence de la société rwandaise qui déjà a montré des signes d'essoufflement, en considérant que la question de l'art, des expressions artistiques est fondamentale. Et non pas comme un divertissement, comme souvent on le voit dans les sociétés, mais qu'elle est quasiment une manière de freiner même, tout simplement, les clivages de la société, ces lignes de fracture, parce qu'il y a à l'intérieur justement de ces expressions, au Rwanda, alors les artistes et surtout les danseurs occupaient la place des enseignants. C'est-à-dire que c'était l'école d'avant. Les enfants étaient confiés aux artistes et qui leur apprenaient à travers la pratique artistique, mais complètement au-delà d'une pratique artistique particulière, tout le socle de valeurs qui constitue l'humanisme rwandais. Et bien qu'il avait d'autres, c'était un chercheur vraiment dans son emploi de tous les jours. Il a eu une formation d'historien et de réaliste. Il dirigeait donc un institut de recherche au Rwanda. Ça, c'était son métier. Mais l'essentiel de son temps, il l'a consacré à la création et à reconstituer cet ensemble qu'on appelle Rwanda Itorero, où évoluent ensemble des très grands ensembles, c'est-à-dire qu'on normalement dans un Itorero, on trouve jusqu'à 300-400 personnes. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans cet ensemble et je suis revenu beaucoup sur le livre sur lui comme père, mais sur lui aussi comme maître, en fait, finalement, parce que je l'ai eu comme maître, vraiment, dans le sens presque un maître de cette relation de disciple à maître, comme dans une académie. Et forcément la figure de ma mère aussi. Parce que, je raconte un conflit familial qui nous a opposés. Et mon père et ma mère ont suivi vraiment deux chemins très différents. Ma mère vient des premières familles christianisées du pays, l'Église catholique. L'histoire du Rwanda avec l'Église est une histoire très particulière, vraiment unique, en ce sens que c'est l'Église qui a colonisé vraiment le Rwanda, en réalité. Je veux dire, à la bascule après la Première Guerre mondiale, alors que le Rwanda était à l'époque occupé par les Allemands, quand les Allemands ont perdu la Première Guerre mondiale, les colonies allemandes ont été partagées aux nations alliées. Et le Rwanda au Burundi, qui étaient deux petits royaumes en réalité, à côté d'un énorme pays qui est le Congo, qui est aussi grand qu'un continent, où les Belges étaient là depuis Léopold II, ont été donnés à la Belgique. Mais la Belgique n'était pas spécialement intéressée par ces deux pays qui sont spécialement tout petits comparés au Grand Congo, a confié pratiquement la gestion à l'Église catholique. C'est-à-dire que c'est l'Église catholique, à travers les missions, qui a constitué les premières unités administratives. Et d'ailleurs, quand on regarde l'histoire, c'est-à-dire que le Vatican a demandé à la SDN à l'époque de pouvoir occuper ces deux pays, ce qui a été refusé, mais l'Église est quand même arrivée dans les bagages de la Belgique, qui est un royaume, la Belgique, où l'Église n'est pas séparée de l'État. Et donc, donc je raconte ça comme contexte historique. Il y a eu un schisme dans la société rwandaise, surtout dans l'année 1931, parce que certaines familles se sont christianisées et d'autres ont refusé. Et ma mère vraiment est issue des premières familles christianisées. Mon grand-père était un instituteur.
Et il s'occupait de la catéchèse aussi. Et donc la question de la foi chez ma mère était fondamentale. C'était une femme avec de très très fortes convictions chrétiennes. Mon père, qui lui l'a été pendant sa jeunesse, qui a failli même devenir prêtre, à un moment donné, a quitté les ordres pour devenir un athée farouche. Et donc j'ai grandi dans une famille où j'avais une mère très croyante et un père militant athée. Et donc, je le raconte un petit peu pour ce conflit a fini par se cristalliser à travers un triangle, parce que moi, j'ai suivi alors un parcours qui m'a amené à me convertir à l'islam. Donc ça a fait une sorte de petite bombe familiale. En fait, je me permets d'insister parce que vous revenez beaucoup sur cette Académie des Arts. Enfin, vous baignez quand même dans un contexte qui est extrêmement culturel et vous nous expliquez bien que ça ne vous donne pas immédiatement, pas du tout la vocation de vous tourner vers une carrière artistique puisque vous faites des études de pharmacie. Mais ce qui vous transmet vraiment par contre très fortement, c'est ces valeurs, puisque ça, vous revenez sur le fait que cette Académie des Arts, c'est un peu comme effectivement suivre un code d'honneur, suivre une formation aussi spirituelle. Il vous transmet des valeurs très fortes. Et aussi ce qu'on retrouve dans tout le texte, c'est un véritable chant d'amour. Enfin, vous baignez dans une atmosphère de bienveillance, et même s'il y a des conversations extrêmement difficile, et notamment sur les questions religieuses, c'est un texte qui est rayonnant de bonté, d'amour et de bienveillance. Oui, c'est un texte hommage aussi. Je voulais je leur dois tout. Moi, le génocide est arrivé quand j'avais 24 ans. Je finissais l'université quasiment. Donc, j'étais à l'université et je considère en fait, on a été vraiment comme des gens qui ont été chassés du paradis. Parce que le malheur a été tellement grand et subi d'une manière comme si le ciel nous était tombé dessus d'une manière inattendue. Même si ça peut paraître étrange de dire comme ça, parce qu'il y a quand même des signes avant-coureurs, mais en même temps, c'est arrivé si vite et d'une manière soudaine, en si peu de temps, en 100 jours, tout le pays dans lequel nous avons grandi a disparu. A réellement disparu parce que 1 million de personnes, sans doute plus, c'est beaucoup, mais c'est surtout beaucoup pour un petit pays comme le Rwanda. C'est-à-dire que tout le tissu, à la fois les familles, mais l'environnement immédiat, clair, dans lequel on a grandi. Je raconte dans le livre, en fait, quand je retourne chez moi et que je découvre la maison totalement vide, mais vide aussi de traces de vie, mais il n'y a pas que la maison, il y a que chez le voisin, notre voisin direct, ils n'ont même pas connu de survivants. Et donc c'est le quartier. Quand je suis allé dans la ville où j'ai passé le plus clair de mon temps avant, la ville de Boutaré, que je connaissais, mais vraiment dans les moindres recoins, j'ai été sidéré de traverser cette ville qui n'a pas de stigmate de la guerre, où il n'y a pas d'impact de violence, et de me rendre compte que je ne connaissais personne. Ça, c'était juste 2 ans après le génocide. Donc les visages avaient totalement changé. Et ça m'a paru incroyable, comme si je circulais dans un film de science-fiction. Et c'était très important de restituer symboliquement. Et contre ça, on n'a pas grand-chose. En fait, on n'a que des armes spirituelles que peuvent nous permettre, que peuvent être l'expression artistique aussi, la littérature, pour retrouver cet art de vivre, l'amour qui nous liait, les interactions. Ici, je parle effectivement à la fois de ces liens évidents avec mes parents,
mais avec mes frères et sœurs et toute cette société qui a totalement disparu, qui est irriguée aussi vraiment par des sentiments éternels. Quand on regarde finalement, c'est aussi parfois les récits sur les violences ne permettent pas à cette part d'émerger. On a l'impression qu'il n'y a que des clivages, des tensions et des violences comme seule interaction entre les êtres. Et c'était très important que ce sentiment d'amour, que ce hymne d'amour, moi qui suis resté, je leur dois de restituer ça. Parce que ça n'a pas totalement disparu. Nous sommes les fruits de cet amour. C'est de là que nous venons. Ce qui traverse aussi le récit et qui me paraît extrêmement intéressant, c'est cette question de ce moment, enfin cet avant et cet après, il vous coupe aussi de votre langue, enfin vous en parlez longuement du fait que vous êtes dépossédé de vos mots, que les mots même, enfin vous avez un terme très fort, vous dites que le quotidien devient adri, que les mots n'ont plus le même sens, puisqu'en fait vous n'arrivez plus du tout à vous exprimer et le quotidien est intransmissible. Comment est-ce qu'on se le réapproprie, surtout comment est-ce que vous avez travaillé sur ce travail pour retrouver sa propre langue, la refaire sienne, en sachant que vous faites souvent des parallèles aussi avec les poèmes de votre père. Il y en a plusieurs qui sont proposés dans le roman. Je suis très sensible à la question de la langue. La langue rwandaise, c'est une langue qui a subi beaucoup de détournements sémantiques. Alors, elle a une force et des faiblesses. Et sa force, c'est que on est dans un pays de monoculture. C'est très rare en Afrique. C'est l'un des rares pays où il n'y a qu'une seule langue nationale qui est partagée par tout le monde. Normalement, quand on va dans un pays africain, parfois, au Congo voisin, il y a 400 langues différentes. Et au Rwanda, il y a cette langue qui effectivement, je disais, a été très protégée. Et pendant très longtemps, c'est une langue protégée par la cour. Mais qui a été investie par la politique, dont une série vraiment de mots essentiels qui font la langue ont été détournés. Il y a eu vraiment de véritables détournements sémantiques qui fait que certains mots, on ne peut même pas les utiliser. Si on prend par exemple le mot que se sont donné les milices et qui ont tué plein de gens, qui est le mot qu'on appelle Interahamwe, à la base, c'est un mot magnifique de la langue rwandaise qui veut dire les gens soudés. Mais pas que ça, c'est-à-dire que ça va plus loin. Donc la politique a investi pour des raisons de propagande cette langue et cette instrumentalisation de la langue a connu vraiment un pic sur les 4 ans de guerre civile qui précèdent le génocide, avec ce qu'on a appelé les médias de la haine, c'est-à-dire qu'il y avait déjà le discours idéologique des hommes politiques, mais ils ont eu, d'une manière assez efficace d'ailleurs, par machiavélisme total, la création d'organes médiatiques de presse, avec surtout la plus connue, c'était la radio-télévision de Mille Collines, et qui ont rendu l'agora vraiment polluée totalement. Polluée totalement, jusqu'à des expressions magnifiques comme un des chanteurs qui a été jugé par exemple à Arusha est un joueur d'inanga. Inanga, c'est la sitar rwandaise. C'est sur cet instrument que se racontent les sagas. Et c'est extrêmement écrit, magnifique, mais cette poésie est mobilisée pour tuer. On peut faire des comparaisons, on pourrait comparer pratiquement au talent de Céline qu'il a mis au service de la mort. Donc
comme à cet endroit, c'est comme si on lit une bagatelle pour un massacre, on se dit, bon, voilà, c'est merveilleux, mais en même temps, c'est tellement horrible. C'est si bien écrit, mais en même temps... et c'est pour ça qu'après, trouver la langue dans laquelle écrire, parler, faire le récit de l'après, on doit se la nommer. On doit vraiment choisir chaque mot en ayant conscience presque son historicité, la traversée que ce mot a connue, parce que du coup chaque mot est devenu polysémique et que c'est comme si on traversait un champ de mine et qu'à chaque fois on peut tomber sur un mot qui en lui-même quasiment génère une forme de violence. Donc c'est pour ça que comment guérir, en fait, soigner une nation, il faut absolument aussi, dans le travail de résilience, faire un travail de soin de la langue, de la repenser, de trouver des mots qui permettent de partir sur un autre logiciel. Donc c'est là où se situe vraiment toute la question de la langue qui est très importante, mais qui n'est pas finie, qui demeure, et c'est un chantier. C'est un double retour, c'est-à-dire qu'il y a le retour déjà de cette langue intériorisée qu'il faut réinventer, se l'approprier, et puis il y a le retour vraiment physique, puisque vous retournez sans cesse, vous y retournez très vite d'ailleurs dans cette maison sur les hauteurs. Vous voulez nous lire le passage? Alors, c'est un texte que vous mettez aussi en voix, vous avez beaucoup tourné et vous continuez de tourner pour le lire, donc on va avoir le plaisir de vous entendre nous lire un extrait. J'essaie de retrouver facilement. Le monde, le jour d'après. À mon père, à Rugamba, au Sycomore. Guamisa. Je reviens à Kimi tous les ans, entretenir le feu dans l'âtre et me ressourcer. Il y a toujours du lierre sur les murs, des calas blanches et des lampes de feu sur la terrasse. Le palmier dans l'entrée s'est penché vers le papayer. Ensemble, ils forment un arc. Les matins sont frais. Un épais manteau de brume couvre la ville depuis la vallée de Nyabugogo jusqu'à la plaine de Nyandou. Il faut attendre le soleil de 8 heures pour voir apparaître au loin, comme le lever d'un rideau, les deux contreforts de la ville, Mont Jali au nord et Mont Kigali au sud. Pendant que le ciel se détache des cimes, les collines émergent du parc industriel en dévoilant passivement leurs flancs. Des trottoirs pavés de fleurs de taille courent le long des routes. Sur les grandes artères, des cocotiers plantés au milieu de la chaussée donnent à cette ville de montagne un faux air de station balnéaire. Longtemps, la beauté de ce pays m'est restée inconnue. Sa laideur également. Du moins faisait-elle partie des réalités que je tenais pour normales. Le Rwanda était l'unique coin de la terre que je connaissais jusqu'à l'âge de 19 ans. Le seul rapport au monde dont j'avais l'expérience. Quand un instituteur collait des gifles en plein visage et des coups de fouet par dizaines à ses élèves, ce n'était pour moi ni surprenant ni spécialement injuste. C'était le rapport habituel entre les instituteurs et les élèves, les grands et les petits frères, les maîtres et les domestiques, les militaires et les civils, les riches et les pauvres, les chefs et les subalternes. Les grands frappent les petits parce qu'ils sont plus forts. Avec mes camarades de classe, quand notre tour venait de prendre une raclée, nous encaissions religieusement les coups sans broncher en attendant patiemment de passer dans la classe supérieure pour pouvoir à notre tour cogner sur tout ce qui se trouve en dessous. La perspective d'une revanche à prendre suffisait à elle seule à soulager les bleus.
La main du maître planait au-dessus de nos têtes. Nous ignorions à quel moment exactement, mais nous savions que tôt ou tard, elle allait s'abattre sur nous. Elle était aussi prévisible que le relief abrupt de ce pays, qui descend quand il ne monte pas. Les nuits à Kimi sont entrecoupées de chutes de projectiles sur le toit. Il pleut des fruits sur la maison. Au matin, le sol est jonché de monceaux d'avocats. À la mi-journée, des pies viennent picorer les goyaves mûries à même les arbres. Une odeur de maraude se répand alors dans tout le jardin. Avec elle surgit le soleil de mon enfance heureuse et insouciante à Boutaré. Tu ne l'as jamais su, mais les moments les plus palpitants de mon jeune âge, je les ai passés à voler des goyaves dans les couvents des missionnaires. Des fruits maraudés au terme d'une course-poursuite, rythmée par les aboiements des bergers allemands et les sifflets des vigiles armés de gourdins, avaient un goût beaucoup plus savoureux que ceux de notre jardin. Le goût de l'aventure et la saveur des rapides. On les faisait éclater sous la dent en hurlant à la victoire dans un chahut de tous les diables, le visage en sang, en sueur, la peau couverte d'escarres, la paume des mains et la plante des pieds hérissée des charges d'épines. Nous n'aimions rien tant que la bagarre pour des fruits insignifiants qui chez nous ne valaient pas un clou mais pour lesquels nous étions prêts à prendre tous les risques. Comme ça, pour l'honneur et la joie incommensurable de prendre et rendre le coup. J'ignorais alors tout petit qu'il y a des coups dont on ne se relève pas. Un énorme bougainvillier aux pétales pourpres surplombe désormais le portail. C'est par là que sont entrés et repartis les bourreaux, en laissant dans un coin du jardin 10 corps inanimés. 10 coups mortels portés à l'heure du laitier que mon corps encaissa sans broncher. Pas un cri, pas une larme, j'étais sec et froid comme du métal. Juste une brûlante et irrépressible envie de rendre la vie. Je ne me rappelle pas avoir ressenti de la peine sur le moment. La souffrance et la douleur ne sont pas les émotions qui me reviennent à l'esprit quand je repense à cet instant, mais l'ire et la confusion, une perte de sens et de repère et un temps détraqué ne permettant aucune prise sur le réel. Le plus incroyable est qu'au fait de cette longue nuit, quand une conjuration de tueurs eut achevé de transformer le pays en une plaine rouge, mon esprit émergea du crépuscule en parfumant le sang des innocents et, dans la nuit de ce qu'avait été notre vie d'alors, je me suis mis à crier à la victoire. Je fais à blanc par 4 ans de guerre civile, d'injures, d'appels au meurtre, d'affrontements de toute nature, je n'avais Dieu que pour mes ennemis, dont la défaite m'obsédait au point de me rendre aveugle à notre propre sort. Merci. Il y a une dimension extrêmement organique à chaque fois qu'on vous parlez du Rwanda, quand vous êtes sur ce site, où ça passe par le sang, ça passe aussi par ce moment assez magique où vous avez conscience qu'il y a un air particulier du Rwanda que vous respirez, que vous retrouvez. Il y a ce lien en fait, puisque vous commencez à écrire sur le Rwanda et à penser le Rwanda depuis la Belgique au départ. Maintenant, vous êtes entre ces allers-retours permanents entre le Rwanda et l'Europe. Comment est-ce que vous êtes réapproprié aussi ce territoire? Est-ce que vous portez des projets d'événements aussi là-bas? Et surtout, peut-être, vous l'avez dit au démarrage, mais là, on est quand même dans un pays où ça devient des faits historiques, ce sont des faits sensibles. Comment est le débat sur ces événements au sein de la société, au sein de la jeunesse rwandaise? Sur l'organicité du pays lui-même, moi j'ai redécouvert le Rwanda. C'est un peu comme vous retrouvez vraiment se nettoyer les yeux, regarder d'une manière totalement neuve. Donc ça fait maintenant 30 ans que je vis en Belgique, qui est un pays plat. En fait, moi j'ai grandi au Rwanda jusqu'à l'âge de 24 ans. Donc tout ce pays-là, je ne le découvrais pas. Je n'avais pas d'autres points de comparaison.
qu'il soit vert, qu'il y ait des collines partout, tout ça ne nous paraissait pas étrange. C'est en allant à l'extérieur, en revenant, que ça m'a frappé, en fait, que soit on monte, soit on descend dans ce pays, et qu'il y a tant de collines qu'on est sous les hauteurs. Je crois que la moyenne du pays du Rwanda est à 1700 mètres d'altitude, comparé à la Belgique ou à la Hollande où on est pratiquement sous le niveau de la mer. Donc il y a vraiment, on est dans des contrastes absolument incroyables. Et c'est un pays très beau, vraiment, pas parce que c'est chez moi, mais c'est vraiment, il est très beau. Il y a ce contraste, c'est l'endroit où on imagine le moins que l'on puisse y mourir en fait. Quand on va dans le nord et qu'on regarde, c'est le pays de l'arc aussi, il y a une chaîne de volcans mais qui culmine vraiment dans les cimes et puis il y a des lacs partout. On se dit mais c'est incroyable qu'une violence pareille puisse surgir de tant de beauté. Mais je reviens aussi sur ce côté organique parce que c'est la chose qui demeure. On est tout près de l'équateur, il n'y a quasiment pas de saison, et donc il y a une constante. Le soleil se lève et se couche quasiment à la même heure. Le chant des oiseaux. Et donc, quand moi je suis retourné dans cette maison, il n'y a plus rien. Parce qu'après les tueurs et les pillards sont arrivés, ils ont nettoyé complètement la maison, à tel point, je ne sais pas si vous pouvez réaliser à quel point c'est difficile de vider une maison d'une famille de 10 enfants. Elle est remplie de tout le monde, mais qu'il n'y ait plus rien, qu'il n'y ait même plus un lacet, qu'il n'y ait même plus une chaussure d'enfant que je pourrais garder comme une forme de relique. Ça m'a paru dingue comme situation. Mais en même temps, il y a des choses immuables qui, elles, demeurent. Le chant des oiseaux, la vue sur la ville, on est sur les hauteurs, effectivement, le panorama est quasiment, c'est du 360 degrés, souvent sur les collines de Kigali, c'est un peu comme ça. Et je voulais un peu cette continuité. Et ça m'a paru, cette maison est devenue finalement l'endroit où je reviens, qui est devenu mon point d'ancrage, qui est le cordon ombilical, en tout cas qui me lie depuis... je vis à l'extérieur du pays, mais quand je reviens là. Et dans un acte vraiment presque rituel, spirituel, parce que la spiritualité naît autour de la mort, des défunts. Enfin, c'est la question de toutes les sociétés depuis la nuit des temps. Qu'est-ce qu'on fait des morts? Qu'est-ce qui se construit autour des morts? Et il m'a paru très important qu'en tout cas pour moi, personnellement, mais même dans un acte de continuité et de survie, même pour vaincre spirituellement les génocidaires, de permettre à cette maison d'être réoccupée, qu'il y ait une dynamique nouvelle, qu'elle soit remplie de vie, et aujourd'hui elle est remplie de vie d'artistes. Donc c'est devenu un centre d'art qui est fréquenté par tous les artistes, surtout les artistes émergents, qui viennent là, et il s'y passe une histoire qui vraiment moi, me paraît très très belle, parce que j'ai créé vraiment ma première organisation d'accompagnement, de plateforme d'accompagnement des artistes il y a plus de 20 ans maintenant. C'est-à-dire que les premières promotions aujourd'hui sont en âge de transmettre. Et donc il se passe là un acte de transmission. Les jeunes artistes y arrivent pour y rencontrer des grandes sœurs, des grands frères, et il y a ce dialogue entre générations qui se fait. Mais on y organise aussi des résidences. Donc, elle est ouverte, cette maison, à des artistes qui viennent d'ailleurs et qui souhaitent découvrir le Rwanda, mais d'une manière plus organique que d'aller dans un hôtel ou dans un endroit reculé de la ville, mais d'être dans la société, au milieu de la ville, parmi les gens,
Et donc, systématiquement, on accueille un artiste ou deux qui viennent de France, d'Allemagne, d'un pays africain, voire de plus loin. Et donc cette circulation, cette fabrique finalement d'expression, de représentation, de rêve, permet à la fois à mon père, qui était un artiste, de continuer à faire son travail, de continuer par-delà la mort à accomplir son œuvre. Et ça nous soigne, ça nous paraît être dans une manière de conjurer le sort aussi, d'empêcher les tueurs de nous éteindre totalement. Et je crois que, je le crois profondément, que les gens ont un impact qui est au-delà de la mort, de la rupture du corps. Donc c'est vraiment ce lien que j'ai trouvé de continuer de permettre à ce que il y ait de combler cette césure en fait, au moment de 94. Est-ce que vous voulez réagir, intervenir suite sur les propos d'Orsi? J'ai une question. Vous parlez entre l'église et le village. Pourquoi c'est pas la même chose? Entre l'église et le village où vous étiez. Entre l'église et le pays. Vous comprenez que j'ai compris? Entre l'église et l'autre pays, le Rwanda. Oui. Je pense que ce que je veux dire, c'est la différence entre la colonisation par les Belges, les Allemands et celle de l'Église. Oui. Oui, pour des raisons historiques, l'Église a pris vraiment une importance qu'elle n'a pas eue ailleurs, par exemple. Si on prend par exemple la colonisation française, par exemple la colonisation française a duré depuis l'Ancien Régime au Sénégal, beaucoup plus longtemps. Aujourd'hui, le Sénégal est à plus de 90% musulman. C'est-à-dire que cette question de la séparation de l'Église ou de l'État fait que la colonisation s'est emparée de régalien, par exemple, de la souveraineté, de la question, mais ne gérait pas vraiment les gens sur ces aspects du quotidien. C'est très différent par rapport au Rwanda, parce que l'Église, à travers la colonisation belge, a occupé une place, encore une pénétration totale vraiment de la société, jusqu'à réguler la manière dont les gens vivent. Comment ils mangent, comment est-ce qu'ils vont à l'école, comment est-ce qu'ils se marient, comment un couple doit pouvoir vivre, donc sur les noms, c'est une emprise totale, complètement. Et d'ailleurs, le culte ancien a disparu au Rwanda, ce qui est très rare, ce qui est totalement rare quand on voit dans les pays d'Afrique de l'Ouest où l'islam est là, c'est mélangé. En général, les gens sont à la fois dans des religions du livre, comme on dit, sont musulmans, ou au Bénin, ils sont chrétiens, ils vont à l'église, mais ils vont aussi dans les cultes vaudous. Ce qui protégeait la société d'une certaine manière, parce qu'à travers les cultes, il y avait aussi des mécanismes finalement de défense d'une société, voire des soupapes. Souvent les cultes servent de soupapes pour réguler les questions. Naturellement, toute société est violente, elle est parcourue par des inégalités, par des conflits et tout ça, et c'est à travers les cultes que ce serait très long comme débat à voir, mais c'est partout pareil d'une certaine manière. Et cet impact de l'Église qui fait que la société a été prise en main complètement fait que le rôle de l'Église n'est pas
n'est pas innocent totalement. Le Rwanda s'est brisé sur une instrumentalisation finalement de catégories sociales, ce qu'on appelle aujourd'hui les Hutus, les Tutsis et les Twa. C'est difficile pour quelqu'un qui vient d'arriver à l'extérieur de pouvoir comprendre ce que c'est. Mais c'est des catégories sociales. Mais qu'à travers l'école catholique, par exemple, on a totalement essentialisé, voire figé dans le temps, des réalités qui étaient beaucoup plus dynamiques. Et donc l'impact, je parlais de détournement sémantique, l'école catholique, l'école de l'Église a eu vraiment une responsabilité importante. Ça, c'est un aspect. Mais par ailleurs, les Rwandais sont devenus chrétiens, ils le sont fondamentalement dans tous les aspects de leur vie. Et on ne peut pas dire, aucune chose c'est un clair-obscur. Il y a aussi du bien dans cette société. Beaucoup de gens sont morts dans les églises. Les églises sont des mémoriaux. Il y a beaucoup de gens qui ont cru trouver refuge dans pas mal d'églises et qui ont été trahis par certains prêtres. Ça ne veut pas dire qu'il y a tous les prêtres qui ont participé, mais aussi il y a des prêtres qui ont été tués. Donc la question de l'église est très compliquée au Rwanda. S'ajoute à cela, je le dis assez rapidement dans le livre, je parlais du schisme de 1931. L'Église a fini par, c'était pas un parricide parce qu'on ne l'a pas tué, mais en tout cas chasser le roi qui existait avant qu'il ne voulait pas du tout se convertir, par le remplacer par un autre roi qui était son fils, qui était un catéchumène, qui a vraiment suivi. Et qu'en 1946, le Rwanda est devenu une théocratie. Le roi a cédé complètement le Rwanda au Christ roi en 1946. Et la société s'est organisée comme ça. L'école laïque a été interdite pour avoir un monopole total des écoles catholiques. C'est-à-dire que l'Église occupait une place réellement fusionnelle avec l'État. Et c'est pour ça que la question de la foi, elle se pose vraiment, en tout cas au Rwanda, d'une manière très particulière qu'on ne la trouve nulle part ailleurs. Mais par ailleurs aussi, nous sommes des fruits de... Moi, j'ai fait une école, un petit séminaire, j'ai passé 6 ans dans un internat chez les prêtres, et donc on est issu aussi de cette fabrique-là de l'élite rwandaise et des sorties de là. C'est un point très important qui revient beaucoup dans votre livre. Vous en parlez justement de l'effondrement. Si on enlève la culture des ancêtres, qu'est-ce qu'il reste si on enlève une culture traditionnelle? Oui. Il faut bien la remplacer par quelque chose, sinon la société s'effondre complètement. Et votre père, ça a l'air d'être une des questions qui l'agite le plus, et qui a cette vision quasi prophétique aussi, parce qu'il écrit un poème qui annonce plus ou moins ce qui finit par se passer en 1994. C'est exactement ça. C'est-à-dire, en fait, c'est que l'Église, alors contrairement à d'autres colonisations, s'est attaquée complètement aux structures traditionnelles, à la société traditionnelle, pour remplacer justement cette par une autre. Sauf que une société ne peut pas faire un saut en une génération. Entre les deux, au moment où on a détruit ce qui existait, et l'émergence, en tout cas l'imprégnation vraiment d'une nouvelle structure, il y a, comme disait Gramsci, un vide dans lequel la société tombe, d'où surgissent les monstres. Parce que la moralité d'avant est attaquée et celle qu'on essaie d'installer n'est pas encore rentrée réellement. Donc les gens sont baptisés, mais ils peuvent aussi participer à des crimes abominables. Donc c'est dans cet enjeu. Mon père a fini par se reconvertir. Et c'était, quand il est sorti, il disait,
il y a les mêmes valeurs que l'on peut trouver dans la société traditionnelle, en tout cas la question de la morale, dans les deux. Et donc ça pourrait aller de pair. Donc il n'y a pas besoin de les opposer. Mais à l'époque, effectivement, de souvent, c'était soit l'un, tout ce qui relevait de la société traditionnelle était catalogué de sorciers, de tout ce qu'on a pu, tous les clichés dont on a pu entourer tout simplement tout ce qui était cultuel dans les sociétés traditionnelles africaines. Moi, je voulais savoir, du coup, plutôt dans votre discussion, vous avez dit que la littérature, c'était une manière de retrouver un art de vivre, n'est-ce pas? Du coup, je voulais savoir, est-ce que pour vous, en fait, la littérature, ou du moins en tout cas les arts, l'écriture, c'est un peu un moyen de guérir? Est-ce qu'en fait, ça a c'est un peu pour penser une plaie, en fait, Certainement. Après, je suis très embêté par la question parce que je viens souvent du théâtre. Je viens du théâtre. Et qu'il y a souvent dans ce que j'entends comme discours, la question de la thérapie vient souvent. Et moi, j'aime pas beaucoup ça parce que je n'aime pas voir des artistes, des praticiens dire qu'ils... je ne supporte pas le théâtre-thérapie, par exemple. Pourquoi? Parce que si on est malade, il faut aller vraiment vers un thérapeute. Et que les artistes ne sont pas des thérapeutes. Donc il y a réellement des blessures profondes, il y a des traumas concrets, il y en a dans la société rwandaise, mais vraiment très considérables. Et nous n'allons pas nous substituer, nous, les artistes, à des véritables thérapeutes dont c'est le métier et qui connaissent effectivement, et c'est vraiment des questions fondamentales. Et donc la confusion des rôles m'embête souvent. Après, par ailleurs, d'une manière vraiment tout à fait générale, c'est sûr que voir à un endroit peut-être qu'on n'imagine pas. Par exemple, le théâtre aussi a une fonction nécessaire dans la société. Toute société, il est parcouru, comme je disais, vraiment elle est génératrice de violence. Le théâtre sert aussi parfois à créer un espace magique où la violence symbolique peut surgir. Et cette violence symbolique protège la société. Et c'est une manière aussi là j'en parle d'une manière assez claire d'ailleurs, sur moi quand les coups arrivent, je ne ressens même pas de la souffrance. Ce qui me vient à l'esprit, c'est tout de suite la vengeance. Et qu'est-ce qu'on fait par rapport à quelqu'un qui ressent l'envie de rendre les coups? La question, la table des lois ne suffit pas, la morale ne suffit pas. Faut lui dire non, il faut pas tuer. Il faut pouvoir à un moment donné comprendre cette dynamique aussi qui traverse une société et permettre à une parole ou même symboliquement de permettre à ce qu'il y ait une soupape. Et ça, je pense que l'art le permet, le théâtre le permet, la littérature le permet, le roman le permet parce que ça permet de mettre un masque et de pouvoir parler à travers ça. L'écrivain peut se mettre à l'endroit du bourreau et de sa victime. Il y a autre chose, je pense que la littérature aussi, pas que les arts, nous permettent aussi, et c'est fondamental, de capitaliser sur la totalité de l'expérience humaine. Je peux capitaliser sur des choses dont je n'ai pas vécu. Aujourd'hui, par exemple, la société rwandaise commence à découvrir, par exemple, la transmission du trauma. Parce que d'autres populations l'ont vécu. Parce que nous pouvons regarder ce qu'ont vécu les Arméniens, ce qu'ont vécu les Juifs, et que cette expérience peut nous servir. Et à travers la littérature, ça nous permet de nous mettre à un endroit qui n'est pas le nôtre et de pouvoir capitaliser justement cette expérience. La raison pour laquelle nous écrivons, c'est peut-être pour que demain, après-demain,
le chemin qu'a traversé le Rwanda, d'autres pays ne le traversent pas. Donc je pense que c'est à cet endroit, mais en revenant toujours sur l'idée que nous ne sommes pas du tout des thérapeutes et qu'il y a des véritables questions de santé mentale, de santé, qui elles, doivent être adressées d'une manière vraiment plus précise. Merci. Est-ce que le texte, vous l'avez lu à Kigali, vous l'avez Oui. présenté? Comment est-ce que, dans quel type de débat il s'inscrit? Comment est-ce qu'on aborde ce sujet de 94 au Rwanda actuellement? Je l'ai fait vraiment 4 fois. Il a été très très bien reçu par... évidemment, moi j'étais aussi extrêmement ému parce qu'il y a un public avec parmi l'audience aussi des personnes qui ont vécu des faits similaires en tout cas, et qui étaient très heureux de voir que dans ce que les gens m'ont partagé en tout cas, que ça permettait de ramener de la vie, de ramener des visages, des noms, des vécus, des victimes, et qu'une place leur était, une place centrale leur était réellement accordée. Et aussi, ça sert quasiment, et ça aussi j'étais très heureux de voir que c'est un récit qui permet, même si je parle de mes propres parents, de mes frères et sœurs, mais chacun peut se les approprier, et qu'à travers ça, il y a la possibilité de voir raconter aussi sa propre famille. Et donc, il y a une dame qui était dans l'assistance qui m'a dit: je suis rentrée de ce spectacle, je suis allée embrasser ma mère pendant très longtemps. Et ça m'a beaucoup parlé. Je me suis dit, mais oui, c'est un peu ça en fait. Finalement, on choisit de raconter l'histoire de quelqu'un, mais comme un personnage qui ouvre sur toute la relation. J'aimerais dire que c'est ce que nous avons de plus en commun, c'est la chose la plus universelle, parce que qui que nous soyons, quelle que soit notre origine, culture et tout, nous sommes tous issus de famille. On a tous eu un père, une mère, des frères et sœurs, et quand on se met à cet endroit, ce qui est raconté peut être compris par tout le monde, qu'on soit proche ou loin de Rwanda. Quand vous avez fait la lecture à Kigali, il y a des questions qui les gens s'approprier les figures de votre famille. Et du coup, par exemple, je ne sais pas si par exemple vous avez lu le pouvoir ou si vous avez lu le Chipili, du Gaïfai ou Rwanda. Du coup, est-ce que c'est un sentiment similaire qui a pu vous traverser? Vous avez pu lire ces œuvres qui parlent en fait un peu des mêmes jusqu'au bout, sachant que, par exemple, je sais que dans Jacques Aranda, c'est pas exactement le même personnage principal. C'est un enfant métis qui n'est pas du tout Rwanda quand il arrive. Mais du coup, est-ce que vous avez quand même trouvé une certaine identification par rapport à des personnages? Je pense notamment par exemple à la mère de Beata? Oui, alors je connais très bien Gaël Faye et Beata qui sont des amis. On a tous des terrains d'observation évidemment, chacun selon l'endroit où il se trouve a une perspective différente. Quand on regarde le travail de Gaël Faye a grandi. Il y avait une grande population rwandaise de la diaspora dans les pays limitrophes. Lui a grandi au Burundi. Donc il y a beaucoup de gens qui ont été à cause des différents massacres qu'il y a eu au Rwanda qui sont exilés. Alors c'est des récits où il donne beaucoup de... Même ces personnages ont ce vécu-là. Beata, c'est différent. En plus, je la connais très bien depuis qu'elle est toute petite. En fait, vraiment, on vient de la même ville, de Butare. Et je peux me déplacer complètement dans ces livres. C'est-à-dire que vraiment, je connais chaque point. Quand je lis le convoi, et évidemment, ça convoque chez moi complètement des images, c'est
c'est quasiment du vécu. Je me retrouve de ce fait profondément, mais dans le récit de Gaël Faye, bien sûr aussi, c'est encore plus évident pour l'écriture de Beata Mondieu. Une petite question. Le conflit du Rwanda, c'est plutôt un conflit ethnique ou tribal. Et la deuxième question, comment fait-on pour se reconstruire quand on vit près de ses bourreaux, et comment on fait pour reconstituer un vivre ensemble et une société? Parce que ça me paraît difficile de partager son environnement avec des gens qui ont fait des exactions de ce genre. Donc, il y a une démarche personnelle, mais structurellement, comment on fait, et comment on fait individuellement et collectivement? Une très bonne question. Je pense que la première, en fait, contrairement à ce qui a été vraiment dit, partagé par les médias, ce n'est pas du tout un conflit tribal. Pour la simple raison, en fait, que les tribus n'existaient pas au Rwanda, n'existent pas. Ce n'est même pas un conflit communautaire, parce qu'il n'y a pas de structure communautaire. Il n'y a jamais eu d'organisation, de leader de telle communauté. Hutu et Tutsi, il n'y a pas de territoire pour les Hutus, il n'y a pas de territoire pour les Tutsis, il n'y a pas une religion de Hutu, il n'y a pas une religion de Tutsi, il n'y a même pas une langue des uns ou des autres. Je crois que si c'était un conflit communautaire ou tribal, ce serait beaucoup plus facile en fait de trouver la résolution du conflit, parce qu'on pourrait mettre les uns et les autres dans une négociation. Par contre, c'est vraiment un conflit typique politique avec une instrumentalisation identitaire, et donc avec à l'intérieur depuis les indépendances, mais même un peu avant, une instrumentalisation réellement de l'histoire et des identités au Rwanda. Les identités étaient mouvantes jusqu'à 1930 où les Belges les ont figées. Et à partir de là, ils ont organisé la société en créant vraiment des destins différents. Et cela a créé des mémoires complètement différentes et des souffrances aussi. Et cette instrumentalisation des ressentiments naturels qui existent dans la société, pour des raisons politiques d'accaparement du pouvoir, a mené depuis les années 60 à plusieurs vraiment périodes de massacres qui ont culminé quasiment dans les années 90, alors qu'il y a une guerre civile. La plupart, tous les génocides ont eu lieu dans un temps de guerre. Parce que dans un temps de guerre, il y a un état d'urgence qui lève complètement toute une sorte de mesure déjà, qui suspend les libertés, et puis les esprits sont totalement échauffés. Donc c'est dans ce contexte-là, mais évidemment on dit toujours trop peu dans un espace comme celui-ci, surtout parce que l'histoire est beaucoup plus complexe. Il y a plusieurs acteurs, il n'y a pas que les Rwandais, il y a la France de Mitterrand a eu un rôle dans le soutien complètement du gouvernement de l'époque qui s'est criminalisé. L'institution de l'Église catholique a eu un rôle, les Nations Unies ont eu un rôle, et tout ça, ça a expliqué effectivement que le génocide est arrivé aussi parce qu'il y a tout un contexte qui le permettait. L'après est beaucoup plus difficile. Il y a des choses que le Rwanda a tenté. Une, c'est de lever complètement l'hypothèque sur la société avec ses étiquettes ethniques. On les enlève. C'est interdit. Au Rwanda, aujourd'hui, on peut discuter tel Hutu, tel Tutsi. Ça, c'est interdit total. C'est un tabou. Pour permettre à la jeune génération de grandir autrement, sans cette identification. Il y a eu la question de la justice. Elle était beaucoup plus épineuse parce que le côté maléfique du génocide, c'est que
il y avait des corps constitués qui se sont criminalisés et qui, communément, c'est-à-dire l'appareil d'État, l'armée, mais qui s'est doublé de forces paramilitaires et milices, mais même, ils ont poussé une partie de la population carrément au meurtre. Et ça complique alors vraiment la question du voisinage, la question de la justice. La question de la justice, je crois que juste au lendemain du génocide, en faisant une analyse, les gens se sont rendus compte que le nombre de prévenus était tel que s'ils devaient passer par une justice conventionnelle, il faudrait 200 ans. 200 ans pour traiter tous les cas. Et donc, du coup, ce serait une injustice en soi elle-même, tout simplement, parce que personne n'a... Alors, il y a eu une justice, il y a eu plusieurs justices par rapport au Rwanda, parce que la question aussi de la paix est liée à celle de la justice. Il y a eu un tribunal international pour le Rwanda qui a jugé vraiment les plus grandes responsabilités. Certains pays, y compris ici, se sont dotés de compétences universelles qui permet encore maintenant de juger dans les tribunaux français, belges et ailleurs des responsables du génocide. Mais le plus gros, selon les responsabilités, tous ces faits ont été traités dans une justice rwandaise qu'on a appelée Gacaca et qui allait aussi vraiment vous trouver des réponses aux questions que vous posez là. Notamment, le fait, ils ont mis 4 niveaux de responsabilité. C'est-à-dire les simples exécutants, certains ayant participé, par exemple, juste à de la délation ou se sont retrouvés sous les barrières ou ont pu partir des pillages, des exécutants qui ont du sang sur les mains. Et selon les responsabilités, on a invité la population à créer des jurys populaires à l'endroit où les crimes ont été commis. J'ai été voir, moi j'ai participé vraiment et j'ai même fait un spectacle aussi de ça. C'était vraiment un espace de parole fondamental, important, qui participait à la question de la justice, mais aussi à comment on repart. Et c'est-à-dire que le jury, alors les jurés qui sont issus de la population n'ont pas le droit de dire le droit, mais permettent de dresser ces catégories. La deuxième et quatrième catégorie de meneurs vont dans la justice conventionnelle. Mais les 2 premières catégories, en général, elles ont été condamnées à des peines de travaux publics pour les réintégrer dans la société, de travaux publics aussi pour réparer. Souvent, dans la campagne, on a détruit les maisons, on a vraiment saccagé aussi les biens des gens. Et ça permettait de les réintégrer dans la société pour qu'ils redeviennent utiles. Mais surtout, cet espace servait vraiment à l'espace de parole. Pour que la victime, quand c'est arrivé, je crois que c'était plus de 10 ans, beaucoup de gens n'avaient pas eu la possibilité de pouvoir s'exprimer. Réellement, de dire ce qui les avait traversés. Voire certains prévenus, qui étaient aussi innocents, ont pu être disculpés justement dans ces espaces où s'exprimer. Il y a même des questions beaucoup plus fondamentales que ça. Beaucoup de gens ne savaient pas où se trouvaient les restes des leurs. Et ce sont tels et tels parmi les prévenus qui pouvaient dire oui, ça s'est fait de cette manière, voilà, c'est à tel endroit qu'on a jeté votre père, votre mère dans telle fosse. Parfois, ça permettait réellement à certains survivants de répondre à des questions fondamentales comme ça, de commencer à renouer. Après la question, vraiment, on y travaille tous, chacun dans son rôle, et ça prendra beaucoup de générations aussi pour refermer les plaies. Et la question, elle est exactement comme vous la posez. Le Rwanda est tout petit, il est rempli comme un œuf,
Il n'y a même pas de village, parce qu'il y a une colonisation totale des terres. Et on doit pouvoir vivre avec les voisins sont plutôt plus des avoisinants que des voisins. Donc c'est vraiment quelqu'un avec qui vous vivez. Une victime, un survivant qui est à la campagne, ne pourrait pas survivre sans son environnement immédiat. Il faut quelqu'un qui... tout le monde est solidaire pour avoir de l'eau, pour même avoir la sécurité. Et donc, je crois que la nécessité aussi a obligé les gens à vivre ensemble. Maintenant, c'est un travail de longue haleine qui va... je crois que l'enjeu principal, c'est de permettre vraiment, et nous devons tous, chacun participer à cela, à ce que la jeune génération, les Rwandais qui naissent aujourd'hui, puissent se construire dans une autre configuration. Puisqu'on dit ensemble, partager, avoir une égalité des chances. L'égalité des chances aussi participe à l'idée de prendre un nouveau départ ensemble. Et il faudra apprécier vraiment cette question dans la deuxième ou la troisième génération après les génocides. C'est là où on pourra vraiment dire, tiens, peut-être qu'on est sorti du cycle de violence. Une dernière question. Oui, je veux bien. Est-ce qu'il y a des programmes, est-ce qu'on en parle dans les écoles surtout? Oui, bien sûr. Dans les écoles, il y a un programme, on en parle régulièrement? Totalement. Il y a tout un programme. Il y a même un ministère qui est en charge, vraiment, un ministère qui est en charge vraiment Au Rwanda, il y a un travail considérable vraiment qui a été fait. C'est enseigner, mais non seulement enseigner, il y a beaucoup de mémoriaux. Il y a 3 mois dans l'année qui sont consacrés vraiment à travailler le deuil. Et donc ces 3 mois, enfin, il n'y a pas un deuil total, mais ça permet à ce qu'il y ait des débats, un peu de discussion, qu'il y ait tout un travail de médiation autour de cette question. Et donc il y a vraiment un travail assez conséquent là-dessus. Pour savoir, c'est la relation maintenant entre l'Église et le peuple. S'il y a toujours une amertume entre eux, ou ça va mieux entre eux par rapport au passé. Je pourrais rajouter une petite question, ce qu'elle disait. En fait, ce que je voulais vous demander, en fait, est-ce que le rôle de l'Église, comme tout pays colonisé en Afrique, il y a toujours eu cette colonisation un peu chrétienne. Et quand je prends le cas du Congo avec Lumumba, eh bien, les Belges avaient institué des statuts sociaux, c'est-à-dire qu'il y avait des Africains sauvages, après il y avait des Africains qui étaient plus civilisés, et ainsi de suite. Et pour pouvoir arriver à certains stades, il fallait avoir un statut qui était délivré par l'Église. Et donc, tout ça, est-ce que ça n'a pas alimenté les rancœurs? C'est ça que parce que c'est vrai que ceux qui accédaient à l'éducation, ceux qui pouvaient avoir un statut, ceux qui étaient au bas de l'échelle, est-ce que ça ne crée pas des rancœurs? Je pense que tout pays, ça crée des animosités, ça crée des rancœurs. Et je pense que le rôle de la colonisation et de l'Église en particulier, peut-être, dans ce cas, est-ce que ça n'a pas joué un rôle, finalement? Oui, bien sûr, ça a joué un rôle. L'Église, à sa part, ce n'est pas le seul acteur, évidemment. Ce n'est pas le seul acteur. Les Rwandais, principalement, le premier acteur, c'est le pouvoir en place qui s'est criminalisé, qui a pris pour cible une partie de sa population. Il y a tout le contexte de la géopolitique aujourd'hui, donc comme je disais, le rôle de la France qui a cru défendre la francophonie en soutenant un pouvoir qui se criminalisait est à questionner aussi. Mais en fait, tous ces débats, maintenant, 30 ans après, on peut dire qu'ils ont eu lieu. Et que même l'Église a dû revoir quand même sa copie. Son rapport par rapport au Rwanda, les relations avec l'Église sont beaucoup plus pacifiées maintenant. La société elle-même a changé. C'est-à-dire que l'Église n'occupe plus la même place qu'elle occupait avant.
il y a beaucoup de gens sont aujourd'hui dans les églises évangélistes qui ont le vent en poupe, comme souvent en Afrique. Il y a une plus grande communauté musulmane. Disons que la question de l'Église demeure, mais la société a changé entre-temps. C'est-à-dire que ce qui existait au temps de la colonisation n'est pas figé. On n'est plus dans les mêmes configurations. Mais voilà, je pense que l'Église a encore du chemin à faire, mais quand même, l'Église a fait aussi son propre chemin, son propre examen, son propre examen de conscience, qui fait que la relation aujourd'hui est beaucoup plus saine qu'elle ne l'était à une certaine époque. Ça va faire presque 1h30 qu'on discute. On va vous remercier grandement d'avoir participé à ce moment de débat. Merci à tous et à toutes. Je crois qu'il y a... Merci à tous. Merci à Dorcy et Diane. C'est formidable. Là, on vous propose déjà un petit peu convivial pour discuter tout ça. Et puis, il va y avoir une vente de livres, si vous voulez, une signature de Dorcy, si ça vous intéresse. Et je vous rappelle toujours que le 6 mai, donc, il y a notre exposition, et le 6 juin, donc, Hélène Dumas qui vient à la médiathèque. Voilà, je vous remercie à tous. Merci.